Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Clémence, merci à vous de m'avoir invitée, ça va très bien. Avec plaisir. Super. Donc vous êtes la directrice commerciale pour le groupe Bertrand Restauration. C'est ça, tout à fait, depuis 2019. Depuis 2019, mais avant de parler du groupe Bertrand, parce qu'il y a plein de choses à dire, je vous propose de nous raconter un petit peu votre parcours professionnel. D'où venez-vous? Oui, bien sûr. Alors, j'ai débuté ma carrière professionnelle en 2005 à Paris en tant que commerciale dans l'hôtellerie de luxe. D'accord. Et en fait, j'ai bifurqué assez rapidement vers le commercial événementiel en restauration. J'ai travaillé à ce poste pour le Club Med World à Paris-Bercy, qui existait à l'époque et qui a fermé ses portes depuis. Ensuite, chez SDW, à l'époque, qui possédait les plus belles concessions de Paris comme Bagatelle, le Tir aux Pigeons. Ensuite, j'ai fait un passage au musée Dali à Montmartre, où là, c'était un événementiel complètement différent, puisque les événements se passaient à l'intérieur même du musée, au milieu des œuvres. Super. Et enfin, le groupe Bertrand depuis 2012 déjà, maintenant. D'accord. Donc, le groupe, en 2012, venait de remporter la concession restauration de la Cité des Sciences, et c'est ainsi que tout a commencé. Donc vous êtes arrivé en responsable commercial de site. Exactement, sur la Cité des Sciences. Ouais, donc c'était super parce qu'il y avait tout à faire. C'était un début de concession, donc il fallait créer les offres, créer le lien avec le concédant, trouver les prestataires. Enfin, c'était vraiment une super opportunité. Top. Et avant, en termes d'études, j'ai vu que vous venez d'un BTS, hôtellerie-restauration. Oui, c'est ça. D'un BTS, hôtellerie-restauration. Donc avec une partie assez terrain. Oui, complètement. Et ensuite, vous avez continué sur un master, c'est ça? Tout à fait. J'ai fait un bac ES. Et je savais pas trop quoi faire en fait après ce bac ES, et l'hôtellerie-restauration ça m'a paru sympa parce qu'il y avait la partie études et la partie stage. Ouais. Voilà, exactement, le contact avec les clients aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas, et au final ça m'a tellement plu que j'ai embrayé effectivement sur un master. Et déjà, pendant les études, avec une appétence plutôt pour la restauration, pas forcément, c'est venu avec l'expérience, déjà. Non, grosse appétence pour la restauration, malgré les cours de cuisine. Je me souviens, le premier cours de cuisine, ça a été de vider un poulet. Il y a 2 personnes qui ont déclaré forfait à l'issue de ce cours. Mais non, moi je me suis accrochée. Je trouvais ça génial, et je trouve que même maintenant, c'est top d'avoir vraiment fait du terrain, donc aussi bien de la cuisine, de la salle, de l'hébergement. J'ai même fait des extras pendant mes stages pour faire de la plonge pendant les events. Donc je trouve que du coup on est beaucoup plus à l'aise maintenant en ayant fait tous les services, et je trouve que ça apporte aussi une espèce de légitimité peut-être auprès des opérationnels. Oui, moi j'ai le même parcours, donc c'est pas moi qui vais dire. Mais je trouve aussi que je trouve aussi qu'on a une compréhension et une bienveillance par rapport aux équipes terrain. C'est ça. Qui peut être compliqué à comprendre quand on connaît pas du tout leur quotidien, parce qu'il y a quand même beaucoup de métiers au sein de la restauration et de l'hôtellerie plus largement. Alors, du coup, on va parler un peu du groupe Bertrand. Est-ce qu'on peut faire une petite présentation, parce que c'est quand même il y en a qui le connaissent via Burger King, puis les Parisiens vont peut-être le connaître via certains restaurants. Mais bon,
je me dis, remettons les choses à plat, comme ça on aura une bonne vision. Je vais essayer d'être factuelle, parce que c'est vrai que le groupe a tellement évolué et grossi en peu de temps que même nous, des fois, on s'y perd un peu, tellement il y a de choses. Le groupe a été créé en 97 par Olivier Bertrand. L'aventure a commencé à Paris avec l'ouverture du Chesterfield Café. Et alors, pour essayer d'être factuel, je vais vous donner les temps forts du groupe depuis. Donc, en 2002, ça, peu de gens le savent, mais il y a eu le rachat du groupe Phoenix Richelieu, qui possédait 12 franchises Quick et un réseau de cafétéria Eris. En 2005, il y a eu la reprise des salons de thé Angelina, dont le fameux rue de Rivoli. Oui. En 2008, la création de Bertrand Hôtellerie avec le Relais Christine et le Saint James. Mais 2008, ça a été aussi le rachat de Concept Restauration, donc qui fait toujours partie du groupe et qui s'occupe des gros événements comme les 24 heures du Mans, Mondial Air Ballon, etc. D'accord. Et en 2010, il y a eu la reprise de Au Bureau et Café Lef. Donc, Au Bureau, maintenant, qui est une franchise quand même super connue et qui s'étend partout en France. Tout à fait. En 2011, la création de Bertrand Immobilier. En 2013, l'obtention de la master franchise Burger King en France. En 2016, le rachat du groupe Frères Blancs avec plusieurs brasseries mythiques, comme par exemple le Procope, qui est le plus vieux café de Paris. Oui. En 2017, le rachat du groupe Flo avec, par exemple, la Coupole, qui est aussi très connue. Dans lequel vous avez fait pas mal de défilés d'ailleurs. C'était un exactement. On voyait sur LinkedIn les magnifiques défilés. C'était qui, Chanel? On a eu la chance d'accueillir plusieurs années effectivement Chanel pour leur soirée. Donc c'était des super événements. Super. Donc voilà, le groupe Bertrand a vraiment beaucoup de, on va dire, d'axes. Exactement. Et du coup, vous êtes vraiment spécialisé sur la partie restaurant. Tout à fait. Nous, on est vraiment sur le pôle Bertrand Restauration, donc c'est-à-dire qu'on intervient sur la commercialisation en fait de la trentaine de lieux, restaurants, aussi bien restaurants parisiens, brasseries ou concessions, qui sont situés à Paris et en Île-de-France. D'accord. Donc sur la partie, sur ces restaurants, ils sont très très parisiens. Ils sont pas aussi étendus que sur les franchises, etc. Non, nous, on est principalement, exclusivement même sur Paris et l'Île-de-France. Oui. Alors, est-ce que vous commercialisez tous les restaurants au sein du groupe Bertrand? Enfin, évidemment, je sors des franchises type Burger King, parce que je me doute bien que vous faites pas d'événementiel. Mais je pense aux bureaux ou autres qui ont un côté un peu pub et qui peuvent faire aussi du groupe. Est-ce que vous commercialisez tout ou est-ce que vous êtes concentré sur quelques établissements? Alors, fut un temps, on commercialisait effectivement tout. Donc, une douzaine de hauts bureaux. Donc, pour le coup, qui étaient aussi bien en Île-de-France qu'en province. La même chose aussi pour Hippopotamus, sauf qu'après il y a eu le Covid et du coup ça nous a permis aussi de réorganiser un petit peu le service commercial. Et c'est vrai que depuis on s'est rendu compte qu'en fait c'était énormément de boulot, mais que les sites pouvaient, s'ils étaient accompagnés et aidés pour le lancement par le siège, pouvaient gérer en fait cette partie commerciale par eux-mêmes. Donc au final, on garde là pour l'instant la commercialisation encore de Au Bureau Commerce, qui est situé dans le 15e, parce que c'est un petit peu le flagship, on va dire, des Hauts Bureaux. Mais c'est vrai que sinon, là, on est vraiment concentré sur les brasseries et les restaurants parisiens, plus les concessions. D'accord. Les brasseries et les restaurants parisiens, justement, ça va être des entités des entités à identité, ça se répète un peu, unique. Enfin, moi, je sais que j'avais eu la chance de visiter pas mal de vos établissements. On est d'accord que là, on n'est plus du tout dans cette logique de chaîne sur ces établissements. Non, pas du tout. Et justement, c'est là aussi notre force, c'est qu'on a plein d'établissements qui sont complètement différents les uns des autres. Et ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est de respecter l'ADN qui est propre à chaque lieu. Donc aussi bien dans la façon de le commercialiser, de le mettre en avant, qu'à travers nos offres. C'est vrai que fut un temps, en fait, en commercial, on se disait, par exemple, sur les menus groupes, il faut des choses
lambda, qui soit pas du tout segmentante. Sauf qu'au final, on s'est dit, c'est un petit peu dommage. On prend par exemple le petit Victor Hugo, qui est vraiment spécialisé seafood comme la Lorraine. On va pas proposer un suprême de volaille. Donc c'est vrai que maintenant, on tend de plus en plus à respecter l'ADN de chaque établissement. Oui, comme si c'était, comme s'il était complètement indépendant. Exactement. De toute façon, c'est très rare qu'on communique de façon groupe en fait. C'est vrai. Même au niveau de vos réseaux sociaux, c'est assez rare que vous ayez toujours accès sur un établissement. C'est ça. On communique effectivement établissement par établissement, sauf bien sûr quand on fait des newsletters, par exemple pour les summer parties, où là on va communiquer sur plusieurs établissements, mais qui au final ont un petit peu le même ADN, par exemple comme Lille et Polpo, qui se rapprochent au niveau un petit peu de la déco, de la végétalisation et du coup du type d'événement qu'on peut organiser. D'accord. Alors justement, vous dans votre quotidien, quand on atteint un poste de cette envergure, c'est quoi un peu les missions de tous les jours ou répétitives? Parce que j'imagine qu'il y a, on peut parler aussi en même temps de comment vous êtes structuré, parce que j'imagine que vous avez peut-être un commercial ou un pour 2 sites. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, et que vous êtes pas forcément dans la commercialisation pure et dure, ou peut-être que si. Comment ça se passe? Alors, on va essayer, pareil, d'être factuel, mais c'est vrai que je commence une journée, je sais jamais en fait comment elle va se terminer, et c'est ça qui est chouette de notre job. Après, au niveau de mes missions, il y a plusieurs axes. Le premier reste quand même en tant que directrice commerciale, du coup, de recruter, former, encadrer et motiver l'équipe commerciale, ce qui est quand même super important. Et après, bien sûr, il y a le nerf de la guerre, comme pour tout commerciaux qui réside dans les budgets. Donc, les budgets que je dois faire valider de façon annuelle par chaque directeur général de chaque branche. Et ensuite, bien évidemment, aider l'équipe commerciale à atteindre et à dépasser ses budgets. D'accord. Donc, c'est vrai que là, ça passe par la mise en place de l'adaptation de la politique commerciale et par différents plans d'action qui vont varier, comme on le disait tout à l'heure, en fonction de l'établissement, de sa clientèle et de la conjoncture. On essaye d'être attentif aussi aux évolutions du marché et aux offres de la concurrence afin d'adapter en permanence nos offres et de pas rester sur nos acquis. Est-ce qu'il y a des marques justement qui sont peut-être pas forcément des concurrents frontales, mais que vous appréciez, que vous aimez suivre, que ça soit en France ou à l'étranger? Est-ce que vous personnellement, il y en a qui vous inspirent, ou là où vous n'avez pas forcément d'idée? Alors si on a des marques, mais après que je considère pas du tout comme des concurrents. Je pense par exemple à Paris Society, qui est vraiment plus dans l'événementiel pur, où j'ai pas mal de mes amis d'ailleurs qui y travaillent, parce que c'est un petit milieu. Donc après c'est vrai que c'est sympa à chaque fois d'échanger sur les clients qu'on reçoit, les OP qu'on signe. Mais c'est vrai que nous on reste, même si on fait de l'événementiel, on garde absolument notre âme de restaurateur. Bien Donc sûr. Ça reste complètement différent. Oui, bien sûr. Oui, non, vous n'êtes pas du tout. Puis Paris Society en effet a vraiment ce pôle très événementiel pur. Tout à fait. Qui est moins présent. Quoique, faut se méfier parce que vous faites quand même des défilés, donc. C'est ça. Et des tournages de films aussi. On a pas mal développé ça pendant le Covid. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on continue aussi à essayer de développer ce marché de niche parce que c'est super intéressant. Ouais, moi je l'ai découvert en hôtellerie aussi, les tournages et tout ce qui était un peu press junket, etc. Et c'est vrai que c'est passionnant de voir tous les montages, les mises en scène, voir les acteurs travailler. Enfin, j'aimais bien aussi. C'était hyper intéressant. Et de voir nos yeux après dans les films, c'est hyper gratifiant. Je suis hors champ là. C'est ça. On peut pas, mais je suis juste là. Donc, du coup, on était dans l'émission. Donc, recruter, budget, stratégie, veille. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour de... On a fait le tour. Après, c'est aussi du développement commercial avec, on essaye de développer les contrats accords cadres avec les grands comptes.
Donc ça, on en est, on va dire, aux prémices, mais ça marche de mieux en mieux. Et après, on garde quand même aussi. Alors, on a resserré les taux, on va dire, mais on a aussi des apporteurs d'affaires, des agences avec lesquelles on travaille depuis des années. Donc voilà, c'est de continuer à avoir des relations privilégiées avec ces agences, de faire des business reviews de façon régulière, de les alerter de nos nouveautés, ou de leur dire help, là sur ce site en ce moment, ce serait bien d'avoir un petit peu de business, voilà, et d'avoir vraiment une relation win-win avec eux. Oui. Et justement, c'est une bonne question. Au niveau de vos canaux d'acquisition, est-ce que vous êtes majoritairement, je vais dire à 50% et plus, sur du direct, ou peut y avoir autant de flux via apporteur? C'est quoi un peu le ratio pour vous? Je dirais qu'on est quand même plus sur du direct, en fait, parce qu'on a la chance d'avoir des clients super fidélisés. Que vous arrivez à vendre sur d'autres sites, peut-être? Vous arrivez à les faire tourner? Exactement. Après, du coup, on va retomber un petit peu sur la question de notre organisation, en fait, parce que dans notre organisation, c'est ça qui est très important. On a Charlotte qui travaille avec nous au siège, qui est chef de projet, et en fait, son rôle est assez primordial puisque c'est elle qui reçoit toutes les demandes entrantes du groupe. Donc, ça veut dire, par exemple, pour des clients qui savent pas où aller, elle a une visibilité sur tous les lieux, leur dispo, et en fonction du cahier des charges du client, elle va lui proposer une shortlist d'établissements. Très intéressant. C'est la première fois que j'entends cette organisation. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. La demande entrante, du coup, c'est la pro de la qualif. Exactement. Comme personne. Elle connaît les lieux aussi sur le bout des doigts. Elle sait ce qu'on peut faire, ne pas faire. Et aussi, l'autre atout, c'est que par exemple, je vous dis n'importe quoi, on reçoit une demande pour le restaurant Lille. On ne peut pas la prendre parce que le budget ne correspond pas ou parce qu'il y a plus de dispo. La demande repart chez Charlotte et Charlotte va rappeler le client et lui proposer d'autres lieux. En fait, on a essayé d'instaurer une mini agence événementielle qui commercialise que nos lieux. Exactement. Le but est de perdre vraiment aucune demande et ça marche pas mal. Et d'ailleurs, pour motiver tout le monde, tous les commerciaux sont objectivés à la fois sur leur propre performance, mais aussi sur la performance globale du service. Ok, super. Oui, donc on a tout intérêt à travailler main dans la main. Exactement. Et ça, c'est vrai que ce système est hyper important pour les clients parce qu'une fois qu'ils ont pris contact avec Charlotte, en fait, ils ont une interlocutrice unique. Ça leur évite d'appeler 10 restos d'affilée, de donner le même brief, en fait. Tout à fait. Parce qu'il y a un des gros problèmes, notamment, je pense aux pros, aux agences, etc., pour qui ça peut être très fastidieux. Exactement. Alors pour les agences, plein de demandes. Ils ont encore un autre contact privilégié qui est Laura, qui est notre responsable du pôle développement et qui est elle en charge justement de la relation avec toutes ces agences, les tours opérateurs aussi qui représentent une grosse partie de notre clientèle, notamment sur les brasseries, et aussi avec tous nos partenaires, donc par exemple comme l'Office de tourisme, les Clés d'Or, etc. Okay. Donc elle, c'est pareil, elle a un gros boulot aussi de fidélisation avec les agences et c'est à elle aussi de sniper un petit peu les nouvelles agences qui pourraient ramener. Donc elle a une double casquette de faire travailler sa communauté existante et aller chercher les petits nouveaux qui montent. Exactement. Ouais, ok, super intéressant, très intéressant. Prochaine fois, peut-être on fera un épisode avec Charlotte et Laura. Voilà. Non, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Ok. Et après, donc, il y a une personne par site ou il y a des personnes qui gèrent plusieurs sites? Alors, après, du coup, c'est vrai qu'on a changé l'orga quand je suis passée directrice commerciale. Avant, on avait une directrice commerciale et une directrice commerciale adjointe, qui était moi, en l'occurrence. Oui. Et quand je suis passée directrice commerciale, en fait, on a pris le parti de scinder le service commercial, entre guillemets, en 2 pôles. Donc, j'ai un pôle événementiel qui est managé par Éléonore. Ok. Donc elle a en gros dans son périmètre tous les restaurants parisiens comme Lille, Polpo, Sir Winston, Key West. Et elle a aussi une double casquette qui est responsable grand compte.
Donc c'est avec elle en fait qu'on repère les grands comptes avec un bon potentiel et à qui on propose des contrats accord cadre. Ok. D'accord. En fait, là aussi, c'est vraiment un travail d'équipe. Dès qu'un commercial reçoit une demande d'un grand compte sympa ou de façon récurrente, il transfère le contact à Éléonore qui prend le relais et qui va les rencontrer dans leurs locaux et qui présente tous nos établissements. Oui, et qui fait un travail global. Exactement. Ok. D'accord. Et ensuite, du coup, en pendant d'Éléonore, on a le pôle brasserie et concession qui est managé par Rudy. Donc lui, il a toutes les brasseries emblématiques de Paris, donc la Coupole, le Pied de Cochon, la Lorraine, l'Alsace, et aussi les concessions qu'on commercialise, comme la Cité des Sciences, les Belles Plantes, ou le Café des Marronniers dans le Jardin des Tuileries. Ok. Donc ça, c'est pour l'équipe de tête, on va dire, qui m'accompagne au quotidien au siège. Et ensuite, au niveau de l'équipe commerciale, ça va varier en fonction des établissements. Donc sur, par exemple, les gros sites comme Lille, Polpo, Quai Ouest, on a effectivement des équipes commerciales qui sont sur place. Donc généralement, c'est un responsable commercial plus un commercial. Et après, pour les plus petits établissements, on a ce que l'on appelle des commerciaux multisites qui gèrent plusieurs établissements. En fait, tout est une question de chiffre d'affaires aussi. Oui, bien sûr, ou de volume reçu. Exactement. Ça fait sens. C'est pour ça que je posais cette question, parce que je me suis dit, ils n'ont pas forcément tous exactement... Tous un commercial sur place, ouais, non, c'est impossible. Donc après, c'est vrai qu'on essaye... exactement, et on essaye de regrouper un petit peu... avant, on faisait par zone géographique. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément judicieux. Donc maintenant, on fait plus par style d'établissement. Donc où on a par exemple Céline qui est en charge entre guillemets du pôle luxe, avec par exemple Flora Danica qui est sur les Champs-Élysées, le Sir Winston, Angelina Rivoli. Et en plus, ça permet de faire du renvoi de business même elle au sein de ces établissements. Puisque Flora Danica où on peut pas faire de dansant, le Sir Winston qui est à côté, oui. Donc elle garde son business dans son périmètre aussi. Oui, puis j'imagine, ça fait sens en termes de segment client aussi. Exactement, tout à fait. Super. Donc on fait des tests et puis après on change au fur et à mesure. Ouais, vous avez de l'agilité pour réorganiser l'équipe. Exactement. La direction. Et après c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des commerciaux aussi hyper flex et qui justement aiment le changement aussi et Est-ce que vous les impliquez dans les réflexions? Vous leur dites, tiens, est-ce que vous voyez des potentielles améliorations dans votre quotidien? Est-ce que vous voyez que là, par exemple, c'est un peu bancal? Est-ce que là-dessus, ils sont proactifs ou ça reste vraiment au niveau Non, du siège? on leur demande effectivement d'être proactifs et c'est vrai qu'on essaye de les mettre à contribution. Après, c'est eux qui tiennent leur maison, donc c'est vrai que c'est hyper important qu'ils soient quand même mis au courant des décisions. Oui. Alors justement, on parlait un petit peu de structuration par segment, par type d'établissement. C'est quoi les typologies de demandes et les segments clients dans les grandes lignes? Parce que oui, j'imagine qu'il y a plein de sous-catégories. Ouais, c'est ça. Sur le groupe Bertrand, parce que je fais juste une petite astérix. Je sais que dans nos auditeurs, il y a des personnes qui sont pas forcément qui connaissent pas forcément bien l'événementiel de restauration. C'est un peu une niche dans la niche, et on se rend pas forcément compte du panel de demandes d'événements qu'on reçoit. En fait, c'est tout ça pour que vous leur disiez à quel point c'est vaste et que vous faites plein de choses. C'est vrai qu'on fait plein de choses qui se voient pas forcément. Après, on a tellement d'établissements différents que c'est difficile de donner une moyenne. Mais en tout cas, déjà, on va dire qu'on a environ 70% de demandes qui sont des demandes B2B et après 30% de demandes B2C. D'accord. Donc après, dans les demandes, oui. Non, allez-y. Je pensais que ça s'arrêtait là. Donc dans les demandes B2B, après ça va varier bien évidemment en fonction de ce que les établissements peuvent accepter ou pas comme format. Donc pour certains, ça va être vraiment l'événementiel, une goutte d'eau dans la mer.
ou la cerise sur le gâteau parce qu'on peut organiser que des banquets. Donc alors que pour d'autres comme le Polpo par exemple, la partie événementielle est énorme. Donc ça peut varier vraiment, aller de 10% d'un CA général d'établissement jusqu'à 50% la part représentée par l'événementiel. Okay. Et après, au niveau des formats d'événements, c'est hyper varié. Donc ça peut être du banquet, des forfaits journées d'études, des mariages. Alors, banquet, juste pour parce que c'est un peu différent de ce qu'on peut avoir dans l'hôtellerie, c'est vraiment du groupe qui vient déjeuner, c'est du menu dîner. Groupe. Voilà. En gros, la logique, c'est que normalement, à partir de 15 personnes, tout client qui fait une demande au-delà de 15 personnes passe par le service commercial. Ok. Donc c'est assez important. On a un petit peu parlé tout à l'heure du fait que vous étiez de plus en plus en train de créer des identités fortes sur chaque site avec une offre qui va être spécifique à chaque restaurant. C'est quoi justement pour vous les piliers d'une activité événementielle de restaurant qui va fonctionner, on va dire le B à bas, les choses sur lesquelles il faut pas y aller de main morte dans son organisation. Alors, je pense que déjà, il faut pas se planter sur les offres qu'on va mettre en place. Donc, c'est hyper important déjà de faire une étude de la concurrence, de ce que les établissements de proximité proposent, et on se rend compte en fait que le positionnement tarifaire est quand même super important. Et ça va vraiment varier en fonction du lieu d'implantation de l'établissement. On peut pas se dire, allez, on fait que des menus premier prix à 45 € pour tous les établissements. C'est impossible, ça fonctionne pas comme ça. D'accord. Donc effectivement, du coup, l'étude de la concurrence de proximité déjà de prime abord est hyper importante. Et après, c'est la communication. On est obligé de communiquer aussi pour faire connaître un établissement ou le redynamiser un petit peu. Et là, c'est pareil, la communication doit vraiment respecter le lieu et son ADN. Donc, on va pas faire, par exemple, le même visuel de newsletter pour Polpo que pour le Procop. Oui, chaque site a son identité visuelle. Exactement. En termes de diffusion, après ça, la newsletter, on l'a mentionné plusieurs fois, c'est un axe important pour vous de. Oui. Ouais. Nous, c'est vrai que c'est mis en place. Vous avez des vrais résultats sur. Oui, on a des bons taux d'ouverture et c'est vrai qu'après ça génère pas mal de demandes. Vous sentez que le téléphone sonne. Exactement, surtout Charlotte. En plus, c'est son contact qui est mis généralement, donc ouais, elle peut nous faire des bons retours. Mais c'est vrai que on a un schéma en fait de communication qui est assez classique quand on fait l'ouverture d'un lieu ou qu'on essaye d'en redynamiser un. Donc après la création des offres, de la plaquette, etc. On organise généralement un événement RP. Par exemple, là, on a Maison Plisson, boulevard Beaumarchais, qui a intégré nos lieux. J'ai vu. Voilà. Donc, on a eu la chance de faire une soirée RP mardi, à laquelle on avait convié nos clients grands comptes, les agences, partenaires, etc. Et ça, c'est top parce que ça permet déjà de revoir tous ces clients dans un cadre détendu. Sympathique. Exactement. De leur montrer aussi le lieu en format vraiment événementiel, ce que ça peut donner. Parce que quand vous allez à Maison Plisson pour déjeuner, c'est pas du tout la même chose que quand vous y allez le soir avec votre équipe pour faire une dégustation œnologique ou un after work. Donc, on a ce format soirée RP qui est suivi après, bien évidemment, de l'envoi de la plaquette avec toutes les offres commerciales. Et après, généralement, on couple aussi avec l'envoi d'une newsletter à toute notre base de données qui est ensuite relayée sur LinkedIn. Ok. Donc, on fait un suivi avec un petit emailing auprès de tous les invités, plus la newsletter, plus les réseaux sociaux et C'est majoritairement LinkedIn pour vous? Pour moi, oui, beaucoup. Commercial, ouais. Ouais. Nous, on est très LinkedIn. Est-ce que vous poussez je pense que de toute façon, au vu des 70% de B2B, c'est le bon endroit. Hein. Oui. Les particuliers viendront peut-être en format individuel pour après se dire, tiens. Ouais, et ça après c'est pris en relais par du coup le marketing avec qui on essaye de bosser main dans la main. Et eux, pour le coup, ils sont vraiment plus sur Insta, etc., à faire des petites vidéos de chacun des lieux. Faire des vitrines des établissements. C'est ça.
Oui. Mais après, c'est vrai qu'on essaye d'être complémentaire avec le marketing. Vous poussez les commerciaux des sites à être actifs sur LinkedIn? Est-ce que c'est quelque chose que vous leur dites au quotidien? Allez, on fait des petits posts. Alors, si vous voulez tout savoir, généralement, effectivement, quand je mets un post, tout le monde reçoit un petit mail en disant hey, j'ai fait mon post, donc maintenant faut liker, faut partager et on y va. Oui, ça c'est un petit peu la blague. Et effectivement, je les pousse. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on like, sinon elle va nous appeler. C'est ça. Et ça me permet de voir ceux qui sont pas sur LinkedIn ou si le profil est pas à jour, etc. Super. Et le marketing vous donne un peu des tips pour votre communication LinkedIn, ou là-dessus vous êtes vraiment en autonomie? Je parle sur le service commercial. En tout cas sur les posts LinkedIn, on est assez en autonomie, surtout qu'en plus généralement, alors sauf exception, mais c'est vrai que quand je mets une newsletter sur LinkedIn, la newsletter a été faite avec notre service PAO. Donc voilà, on connaît les codes, les chartes graphiques, etc. Donc ça reste très corporate et généralement voilà, on prend pas de risques. D'accord. Non, parce que il y a beaucoup de plus en plus sur LinkedIn de bons posts en termes de rédaction. Enfin, c'est très travaillé. Et je me disais, c'est pas forcément toujours évident de savoir quoi dire et peut-être que il y a certains des petites formations, c'est l'avantage d'avoir un service marketing parfois, c'est qu'ils peuvent nous. Alors on a eu la chance effectivement nous d'avoir une formation LinkedIn, mais c'est vrai que c'est un vrai, c'est un vrai boulot au final. Hein. Il faut savoir quand publier en fonction de notre cible. Donc j'ai découvert les carousels qui fonctionnent très bien, VS les newsletters à rallonge. Donc c'est vrai que mais c'est hyper intéressant. Oui. Bah surtout je pense quand on a la fibre un peu commerciale, LinkedIn c'est aussi un terrain de jeu très intéressant. Oui. Donc on se prend au jeu parce qu'on se dit j'ai un tel cas liké, j'ai tel grand compte. Ouais, puis je vais leur envoyer un petit battles entre nous. Exactement. Moi, j'ai eu tant de likes, j'ai eu tant de repartages. Et vous contactez comme ça des grands comptes avec lesquels vous travaillez pas, mais qui peut-être vont liker un de vos posts directement via les. Alors ça, c'est plus Éléonore du coup. Éléonore aussi est devenue la pro de LinkedIn, où elle va sur le site et elle snipe un petit peu les clients, les grands comptes qui pourraient être intéressants pour nous. Ouais, elle va les ajouter. Je suis ravie de ce que j'entends parce que c'est des choses que je répète à nos chers clients BookingCheck en disant utilisez ce que vous avez qui est à dispo en fait. Qui est à dispo, exactement. C'est du temps certes, mais quand on doit faire démarrer une machine, de toute façon, on en a du temps. Parce que c'est ça. Pas beaucoup il faut utiliser tous les leviers. C'est ça. Quitte après à se faire aider, etc. Une fois qu'on est dépassé et qu'on n'a plus le temps de tout faire soi-même. Mais alors, une fois, j'avais une autre question sur. Là, on a vraiment parlé du lancement avec notamment Maison Plisson. On fait un événement RP, la newsletter, un suivi d'emailing pour tous ceux qui sont venus avec les supports de vente. Une fois que l'événementiel est officiellement ouvert sur un site, comment est-ce qu'on assure justement cette pérennité de volume de demande? Est-ce que on arrive un peu à stabiliser en ayant des actions récurrentes pour que le lieu continue à être visible? Alors après, on reparle encore de Charlotte définitivement qui a un rôle clé, mais c'est vrai qu'en fait toutes les semaines, moi je sors le chiffre des établissements et après on établit ce qu'on appelle les priorités à la vente. Donc, si on se rend compte qu'un établissement est un petit peu à la traîne VS les autres et surtout VS son budget, là, c'est vrai que Charlotte a pour mission de le mettre vraiment en avant quand elle a des appels clients qui savent pas forcément vers quel établissement se tourner. Elle va vraiment mettre en avant ces établissements qui en ont besoin à date. D'accord. Donc, on a ce levier. Et après, c'est vrai que, comme on le disait déjà tout à l'heure, on a de la chance d'avoir des clients fidélisés. Et c'est vrai que ça permet de faire tourner la machine, j'ai envie de dire, de façon quasi autonome. Oui, on a beaucoup de repeat business sur les maisons.
Ouais. Donc et c'est vrai que contrairement, c'est ça, on arrive à stabiliser et c'est vrai qu'on a une chance énorme, enfin surtout les commerciaux, c'est que contrairement à d'autres maisons, en fait, alors on a Laura qui est sur le développement et Léonore avec les grands comptes, mais après les commerciaux n'ont pas vraiment de démarchage à faire, de démarchage dans le sens où faire du phoning, etc. Mais est-ce que ça marche ça sur la restauration? Parce que moi je ne connais aucun exemple où vraiment ça a un impact Non, je positif. trouve que moi c'est très has-been. C'est ce que je faisais à l'époque, il y a 20 ans, quand j'étais à Club Med World. On nous mettait dans une petite pièce avec notre compas et on devait passer nos coups de fil. Alors quand on arrivait à avoir un brief, c'était super, mais c'est tellement ça. Non, je trouve que maintenant c'est vraiment la communication et la fidélisation de la clientèle qui assure la pérennité du business. Justement, sur cette fidélisation, est-ce que vous avez une stratégie particulière? Est-ce qu'il y a aussi des actions qui sont mises en place pour remercier les clients fidèles, pour leur faire découvrir d'autres établissements dans lesquels ils sont jamais allés? Oui, alors après on organise souvent, au-delà bien évidemment des soirées RP dont on vient de parler, avec les agences, on essaye d'organiser des éduc-tours aussi de façon régulière, surtout quand il y a des nouveaux chefs de projet. Donc on leur demande de choisir, ou alors s'ils savent pas, nous on les conseille sur les établissements que leur chef de projet devrait visiter, et on termine ou par un déj ou par un apéritif. Enfin, ça reste tout le temps hyper convivial. On a ce format pour les grands comptes aussi. Bon, on a des cadeaux de fin d'année qu'on leur remet aussi pour les remercier de leur fidélité. On les convie aussi à des événements où on les invite à déjeuner, etc. En fait, la vraie clé, c'est la relation commerciale que les commerciaux ont réussi à instaurer avec leurs clients. Oui. Oui, qui doivent faire vivre. Enfin, ils ont des budgets pour inviter à déjeuner, pour faire des cadeaux, etc. Ce que toutes les boîtes font pas toujours. Donc non, alors je vous cacherai pas que pendant 2 ans on l'a pas fait, mais c'est vrai qu'on remet cette politique en place. C'était parce que parce que le Covid est passé, mais sinon voilà. Ça fait partie de l'ADN groupe Bertrand de donner du budget pour ces choses-là. Ça et la réactivité aussi, je reste persuadée que la réactivité aussi permet d'avoir ce repeat business. C'est vrai qu'on a on essaye vraiment de répondre dans les 24 heures à un client. Ça, je reste persuadée que c'est la clé de la réussite, surtout à l'heure actuelle où il y a tellement de concurrence. Ça, et je me bats aussi pour le téléphone, d'arrêter aussi les mails de façon systématique. On reçoit un brief, prendre son téléphone pour un beau brief de private, c'est hyper important. Vous instaurez le lien directement avec le client plutôt que d'envoyer un mail avec le devis. C'est hyper important, à mon sens, de personnaliser la relation dès le début. Complètement d'accord. Et puis en plus, on perd pas de temps à répondre à une demande à côté. Parce qu'on n'a pas bien qualifié au départ aussi par téléphone, ça apporte une finesse de la compréhension de ce que veut le client. Et donc, on est bien d'accord. Finalement, on a l'impression de perdre du temps, mais je pense qu'on en gagne beaucoup. C'est un faux ami, le c'est mail. Ça. Donc, super. Pour une fois, c'est pas moi qui le dis, donc parfait. Écoutez Stéphanie, justement, on parle un petit peu de standards de réponse, etc. Dans l'hôtellerie, il y en a beaucoup. Là, on disait répondre en 24 heures, prendre son téléphone. On m'a beaucoup formé jeune dans l'hôtellerie après la restauration où il y avait d'autres codes. Est-ce que vous en inspirez un peu de toutes ces étapes qu'on peut retrouver dans l'hôtellerie de luxe ou même dans des gros porteurs qui brassent justement énormément de groupes et de privatisation d'établissements dans leur façon de travailler? Est-ce que c'est des modèles qui ont peut-être pu vous donner des repères pour structurer les process de l'équipe, ou ça s'est fait un peu à l'expérience et au feeling? Vous vous êtes dit, justement, moi, j'ai remarqué que j'avais un bien meilleur taux de confirmation si je faisais mon appel.
Ça se fait un petit peu, je dirais, au feeling. On n'a pas, quand on fait rentrer un nouveau commercial, on va pas arriver avec une bible du bon commercial, avec ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit pas faire, en fait. Après, voilà, on a certaines bases qui sont par contre imposées, comme on le disait, la réactivité, le temps de réponse. Donc ça, pour le coup, c'est martelé. Après, on essaye aussi de faire des relances régulières des devis qui sont envoyés. Mais après, c'est utopique de se dire, toutes les 48 heures, vous devez avoir relancé vos clients. Enfin, c'est impossible. Donc, mais après, par contre, c'est vrai qu'on incite quand même aussi les commerciaux une fois par semaine ou tous les 10 jours à relancer, à faire le point sur les devis qui ont été envoyés. Exactement. Mais c'est vrai qu'après, c'est eux aussi, c'est à eux, et c'est pour ça qu'on les responsabilise, les responsables commerciaux, de prendre la température de leurs relations clients, et c'est eux qui vont voir en fonction du client qu'ils ont en face d'eux si le mail va être une meilleure arme, ou le téléphone, ou voire même le rendez-vous physique. Oui. En fait, il faut s'adapter au client, il faut avoir de l'intelligence. Exactement. Cultiver son intelligence émotionnelle. Tout à fait. Oui. En parlant de tout ça, en termes de formation sur l'équipe commerciale, est-ce que vous mettez en place un peu des temps pour vous retrouver, parce que vous êtes un peu éparpillés partout? Est-ce que exactement, vous faites un petit peu? Alors, on essaye, on va dire, allez, tous les 2 mois, j'organise une réunion commerciale, donc où on fait le point sur toutes les actus qui concernent tous les commerciaux, un point sur le chiffre de tous les établissements, et après, généralement, on finit par un déjeuner, un apéritif ou une soirée. Okay. Après, c'est vrai que même si on est éparpillé, maintenant, en fait, on est très peu au siège. Je pense que c'est avec le Covid et le télétravail, on a perdu en fait cette habitude, moi la première, d'être souvent, voire tous les jours au siège, où maintenant en fait on tourne et on va bosser sur différents établissements. Donc ça nous permet aussi de garder le contact avec tous les commerciaux et aussi avec les directeurs des établissements et les équipes opérationnelles. Super. Comme ça, vous voyez régulièrement. Est-ce que avec le Covid, s'est développé le fait d'avoir des petits WhatsApp d'équipe ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des outils qui sont devenus un quotidien, ou c'était déjà le cas avant? On a plusieurs outils. C'est vrai que même avant le Covid, on avait développé au sein du groupe Workplace, qui est assez sympa en fait, où on communique sur chaque branche de groupe Bertrand peut communiquer sur ses actus, etc., sur les nouveaux entrants, sur les nouveaux lieux, etc. Et du coup, avec ce Workplace, on a un WorkChat, alors que moi, j'utilise beaucoup, plutôt que WhatsApp. Mais après, c'est drôle, je sais que certains commerciaux, pour communiquer avec leur site, quand ils sont pas basés sur place, créent des WhatsApp d'équipe et ils s'envoient les infos des dossiers par WhatsApp. Oui, moi je le vois beaucoup. Du coup, maintenant que je suis de l'autre côté du miroir et que je vois un peu tout le monde travailler, je vois beaucoup de WhatsApp qui se font. C'est pour ça que je me disais, est-ce que sur des grands groupes aussi, ça devient un peu des outils que vous mettez en place? J'ai même vu sur des hôtels où carrément dans les signatures des commerciaux, ils ont des liens WhatsApp. Sont aussi contactables par les clients via WhatsApp. Donc, d'accord. Je me posais la question. Pas encore, donc. Non, nous, ça reste vraiment pour de l'interne. D'accord. Est-ce que ça c'est aussi une question qui se pose souvent de ceux qui veulent peut-être développer un peu plus leur activité événementielle? Comment est-ce qu'on fait cohabiter sereinement une activité d'individuel, donc de clients qui vont réserver pour 1, 2, 3, 4, d'une activité groupe et privatisation? Alors ça, c'est le plus difficile dans notre métier. Là aussi, ça va dépendre en grande partie des établissements, mais en gros, de manière générale, le plus important, bien évidemment, c'est une communication entre le service commercial et les exploitations. Ça, c'est primordial. Et surtout, à la base, en fait, quand on programme nos offres commerciales, donc ça passe par des menus, les cocktails. On met bien évidemment les exploitations dans la boucle pour être sûr
déjà de respecter nos objectifs de marge, mais aussi le ticket moyen en fait de la clientèle individuelle du lieu. Donc comme ça, donc au moins, les offres sont pensées par le service commercial, mais validées après opérationnellement par les équipes. Exactement. Ok. Et après, rien ne nous empêche, en cours de route même, de revoir ces offres. On a eu le cas encore il y a une semaine où, en fait, sur ce restaurant, la clientèle individuelle était revenue vraiment très forte et avec un ticket moyen supérieur à celui qu'il avait par le passé. Du coup, on a tout de suite été voir le directeur pour réadapter nos offres commerciales et que la commerciale puisse vendre sans avoir à demander le go ou le no-go du directeur à chaque demande. Parce que ça, c'est ingérable. Vous avez fait remonter le ticket moyen sur Exactement. le groupe sur le ticket moyen individuel. Tout à fait. Ok. Et après, c'est vrai que la chance qu'on a sur tous nos lieux qui sont ouverts à la privatisation en événementiel, en fait, on n'a pas de ligne frais de privatisation. On fonctionne en termes de chiffre d'affaires minimum garanti. Exactement. Donc ça, c'est pareil, on a une grille pour chaque établissement qui va dépendre des jours, du service du midi, du service du soir, bien évidemment du mois. Et ça, c'est pareil, on la fixe avec le directeur du restaurant. Et c'est pareil, elle évolue aussi. On peut avoir des changements 2 fois par an parce que la clientèle individuelle évolue, les demandes évoluent et auquel cas, on s'adapte. Ok. Oui, c'est très très structuré et il y a pas de frustration parce que ça aussi c'est une question qu'on me pose tout le temps. Donc je ne vais rien dire. Il y a pas de frustration de votre clientèle individuelle quand vous annoncez une privatisation et que le restaurant exceptionnellement n'est pas disponible. Est-ce que vous ressentez que parfois on botte en touche et le mot d'ordre est donné à tous les restaurants quand on est privatisé, c'est de ne surtout pas dire qu'on est privatisé, mais que l'on est complet. Ah, ok. Donc c'est moins frustrant, vous pensez, pour un client de dire qu'on est complet que l'on est privatisé? Je pense oui, parce que en plus, je pense que dans la nature humaine, on se dit c'est complet, c'est que ça doit être vraiment super, donc je vais retenter. Oui. Donc c'est pas totalement un mensonge. C'est mais ça. C'est une façon de le formuler. Exactement. Est-ce que d'ailleurs il y a des règles de remplissage par rapport à est-ce que vous dites vous voyez un peu ce qui rentre et puis vous avez des chiffres derrière, ou est-ce que vous à un moment donné sur certains des établissements peut-être qu'on beaucoup de succès, vous avez des règles de remplissage de dire on n'accepte pas plus de X privatisations par mois, on ne prend pas plus de X volume de personnes en groupe sur le service du soir, du midi. Est-ce qu'il y a des règles comme ça? On n'a pas de règles préétablies. Après, c'est pareil, c'est tellement différent d'un établissement à l'autre. Mais par exemple, je vous donne un exemple pour la Coupe du Monde de rugby en 2023. Oui. Bien évidemment, on ne mettra pas de groupe au pied de cochon. Parce qu'on sait que le pied de cochon va être full avec la clientèle individuelle. Si nous, on arrive avec un groupe de 50, ça va pas le faire. Donc après, on va dire que on fonctionne en bonne intelligence. On connaît les établissements, on connaît la typologie de clientèle et les commerciaux savent jusqu'où ils peuvent aller en termes de groupe, de volumétrie de groupe et de privatisation. Et s'ils ont un doute, de toute façon, ils prennent leur téléphone et ils posent la question tout simplement au directeur. On a déjà ce jour-là un groupe de 100, j'ai une autre demande pour un groupe de 50. Est-ce que je peux y aller ou pas? Oui. Ok, donc il y a vraiment une relation étroite, quotidienne entre la direction du site et opérationnelle, je veux dire, et le commercial. Tout à fait. Justement, en termes de communication interne sur toutes les informations au quotidien parce que je sais que sur certains établissements, ça peut représenter parfois des dizaines de groupes par jour. Comment ça se passe? C'est quoi vos outils de communication interne? Alors, en fait, ça reste assez simple. On a un logiciel qui est le même pour tous les établissements, donc qui nous permet de checker la dispo des lieux, qui nous permet de faire nos devis et surtout de faire ce qu'on appelle ou fiche de fonction ou feuille de communication. On a les deux termes en interne. Et du coup, ça, c'est ces fameuses fiches qui permettent aux commerciaux de décrire un événement aux exploitations.
Et plutôt que de les envoyer par mail où ça se perd, etc., le mot d'ordre est qu'une fois par semaine, les commerciaux font une réunion avec les managers, le directeur, le chef de cuisine et présentent toutes les fiches de fonction à venir de la semaine. C'est ce que j'ai connu aussi beaucoup dans beaucoup des établissements. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été formée. Ça reste la valeur sûre, en fait, pour communiquer. Qu'il y a rien de mieux, ouais. Et en plus, c'est le moment où les opérations s'assoient un peu parce qu'ils le font pas souvent et ils posent leurs questions parce que sinon, dans le rush, ils s'en rendent compte 2 heures avant qu'ils ont oublié de poser une question et c'est la panique à bord. Et voilà, cette réunion, elle permet ce temps d'échange posé sur l'ensemble des fiches. Vous les imprimez du coup pour l'ensemble des équipes pour qu'ensuite ils les aient en version. C'est ça. Ils les impriment, ils les mettent pour la salle, pour la cuisine, voilà. Et après, on a la V1, la V2, la V3. Évidemment. Ça, on connaît. Est-ce que toute la partie management, c'est quelque chose parce que au départ, il y a eu toute cette partie vente avec la Cité des Sciences, mais maintenant vous êtes dans un rôle très managérial, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime? C'est quoi les choses que vous préférez faire? Parce que c'est quand même une équipe assez conséquente. Vous êtes combien? On est 32 en tout. Ah oui, vous avez fait une belle petite bande. Ouais, c'est ça. Une joyeuse bande. Oui, c'est quelque chose qui m'anime et que j'adore. Hein. C'est surtout que là, alors c'est vrai que comme tout le monde, avec le Covid, l'équipe commerciale a été mise à mal. On a eu aussi des départs de gens qui ont décidé de partir en province, qui ont fait une reconversion professionnelle. Mais après, voilà, moi, je me dis que ça m'a permis aussi de recréer une équipe. Et voilà, alors on a encore des piliers, heureusement, dans l'équipe. Par exemple, Rudy et Léonore, ça fait... Ce que j'allais dire, moi je connais Rudy, j'ai été... Il est connu comme le loup blanc. Donc ça m'a fait sourire d'entendre son nom, parce que je me revois lui envoyer des demandes. Donc vous voyez, il est toujours là. On a encore ce qu'on appelle des bébés. Voilà. Donc on a Vincent qui est à Lille, qui est là depuis 14 ans aussi. Donc c'est chouette d'avoir ces piliers et de les voir cohabiter avec cette nouvelle garde entre guillemets qui sont plus jeunes que nous. On va pas se mentir, mais avec un super dynamisme, une super motivation. Il y a de plus en plus de garçons aussi, ça c'est chouette, je tiens à le souligner. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui, il y a quelques années, était très très féminin. Exact. Ouais. Là, c'est chouette de voir des hommes en plus. Et non, il y a vraiment une bonne dynamique, donc c'est un vrai plaisir en fait, et d'entendre. Là, on est en pleine période d'entretien annuel, et c'est vrai que d'entendre de la bouche de chacun ou presque que c'est un plaisir de venir travailler, c'est une grande fierté. Je me dis qu'on a réussi à avoir une bonne équipe qui est contente de se lever le matin pour venir faire son travail, et je trouve que c'est la plus belle récompense. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous posez beaucoup de questions au quotidien, que de faire en sorte qu'ils se sentent bien. C'est un point important. Ouais, c'est important, oui, parce que je trouve que quand on a une équipe commerciale qui va bien, forcément tout suit en fait, que ce soit les chiffres, etc. C'est vraiment un tout. Si on a un commercial qui traîne les pieds et qui réchigne parce que il y a des choses qui le contrarient, des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre tout seul, ça va se ressentir dans ses chiffres, et puis ça peut aussi se propager au reste de l'équipe. Donc c'est vrai que j'essaye d'être la plus accessible et la plus proche possible de l'équipe commerciale. Super. On va rester sur cette belle note. Merci beaucoup d'être venu derrière le micro d'Evencheck. On a très envie de venir rejoindre le groupe Bertrand. On a l'air de bien s'amuser chez vous. Et puis, on a hâte de suivre toutes les nouveautés qui, je suis sûre, ne vont pas s'arrêter, parce que vous êtes toujours en mouvement. Alors d'ailleurs, si on veut vous suivre, si on veut
connaître l'actualité du groupe et votre actualité, c'est quoi les meilleurs canaux pour vous? Alors, vous avez Instagram effectivement pour chacun des établissements. Donc, si il y a des établissements qui vous font de l'œil, voilà, vous pouvez les suivre sur Insta. Et après, on a notre site internet qui est en construction, Groupe Bertrand, qui va encore évoluer d'ici peu de temps. Et après sur LinkedIn. On la retrouve où, la newsletter dont on parlait? Alors, les fameuses newsletters, généralement, je les relaye après sur mon LinkedIn. Sur votre LinkedIn. Donc, on vous suit et moi, je mettrai le lien dans l'introduction écrite de l'épisode et vous pourrez cliquer pour suivre Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à vous, Clément. C'était un plaisir. À très bientôt. Au revoir.